Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Suzanne Reber. J'aimerais tous vous souhaiter la bienvenue et vous remercier d'avoir rejoint ce webinaire du GIJN. Ce webinaire va porter sur les abus sexuels. Mon nom est Suzanne Reber, je suis productrice exécutive de podcast chez Scripps au bureau de Washington DC. C'est une société de journalisme américaine. J'étais également journaliste d'investigation depuis de nombreuses années. Et j'ai moi-même fait partie du réseau du GIJN. Je me suis même rendu à certaines des premières conférences. Nous euh, sommes tous prêts à nous épauler en matière d'enquête, d'investigation. Alors, pour le thème du jour, eh bien, il me faut mentionner que je suis également la créatrice de Verified, une série de podcasts sur un agresseur sexuel en série en Italie. Et les survivantes à travers le monde se sont rassemblées pour qu'il soit jugé. J'ai aussi chapeauté des équipes à CBC, NPR, j'ai lancé des spectacles et des émissions relatives à l'enquête, à l'investigation. Donc je suis vraiment privilégié de pouvoir vous présenter des journalistes d'investigation du monde entier qui ont œuvré corps et âme pour couvrir cet aspect de nos sociétés. Vous le savez, les abus sexuels sont à l'ordre du jour depuis quelques années. En 2017, il y a eu le mouvement MeToo, le hashtag, à la suite des allégations d'abus sexuels de Harvey Weinstein, des enquêtes menées par des journalistes qui ont suivi. Et les femmes à travers le monde ont dénoncé ces abus. Elles ont commencé à prendre la parole. Ce webinaire du GIGN se concentrera sur les enquêtes, sur les cas d'abus sexuels qui ont eu lieu en temps de paix. On ne va pas se pencher sur le viol euh, durant les conflits qui sont des sujets très importants, mais on ne se penchera pas non plus sur la violence domestique entre compagnons. Ce sont des sujets importants, mais aujourd'hui on va se pencher sur les enquêtes sur les modèles de comportement et sur la négligence ou la complicité institutionnelle ou sociétale. Les statistiques sont assez déprimantes en la matière. Les cas d'abus sont principalement perpétrés par des hommes contre des femmes. La plupart ne sont jamais signalés aux autorités et le taux de condamnation est faible. Néanmoins, on se pose toujours la question de croire ces femmes ou non. La réalité est qu'il y a très peu de fausses plaintes, malgré le fait que l'on entende souvent parler par le biais des médias. En fin de compte, c'est un sujet qui demeure tabou pour nombre de personnes à travers le monde. C'est pourquoi il n'y a pas beaucoup de reportages en la matière. Les journalistes d'aujourd'hui, Lenaïg, Sophia et Ashwak, ont creusé ce thème de la violence sexuelle. Elles vont nous parler aujourd'hui. Elles vont nous parler de la nécessité de rigueur pour ce journalisme d'investigation, mais aussi de l'engagement et des compétences supplémentaires nécessaires pour pouvoir gérer certains des aspects de ce sujet et comment on communique avec les rédacteurs en chef ou les entreprises qui ne veulent peut-être pas que l'on parle de cela. Donc on a l'ENAIC de France, on a Sophia de Chine et Ashwak du Cachemire. Je vais les présenter dans un instant, mais avant que nous débutions le webinaire, je dois vous donner quelques informations pratiques. Nous donnons la possibilité d'écouter le webinaire en français et en russe. Nos interprètes nous ont déjà rejoints. Je vais répéter en deux mots les instructions qui vous permettront de tirer le meilleur de ce webinaire et de choisir votre langue. Pour écouter le webinaire en anglais, il vous suffit d'aller vers le bas de l'écran et de cliquer sur l'icône en forme de globe. Donc en bas à droite, vous cliquez sur le globe
et vous sélectionnez la langue de votre choix, donc anglais, français ou russe. Et ce qu'il faut faire, c'est également cliquer sur le bouton qui vous permet d'éteindre l'audio original. Si vous souhaitez écouter le webinaire en français, vous cliquez sur français et vous cliquez sur éteindre l'audio original, mute original audio. Si vous parlez russe, il vous suffit de suivre la même procédure, cliquer sur le russe et éteindre l'audio original. N'oubliez surtout pas d'éteindre l'audio original, sinon vous allez entendre deux langues simultanément. J'espère que tout le monde a bien compris. Donc à nouveau, je souhaite la bienvenue à tous. Avant que je donne la parole à nos oratrices, j'aimerais vous dire deux mots à propos du réseau international du journalisme d'investigation. Si vous ne connaissez pas ce réseau, eh bien je me dois de vous rappeler que c'est le plus grand réseau d'organisations de journalisme à but non lucratif dans le monde. Il y a 203 organisations membres dans 80 pays. Nous collaborons avec des journalistes partout dans le monde, dans des organisations à but non lucratif, dans des organisations traditionnelles, ainsi que toute une série d'autres organisations. Si vous vous êtes déjà rendu sur le site web du GIJN, vous constaterez qu'il y a des astuces et des ressources à disposition du monde entier. Il y aura bientôt un nouveau guide de reportage qui sera publié le lundi 23 novembre. Et ce guide inclura notamment les conseils tirés de ce webinaire. Sans plus attendre, j'aimerais maintenant présenter nos oratrices et leur donner la parole. Elles donneront toute une brève présentation, à peu près 8 minutes. Il y aura une question pour chaque oratrice et on passera à la suivante. Dans un premier temps, j'aimerais vous présenter Lénaïque Bredou. Lénaïque Bredou est rédactrice en chef de la section genre de Mediapart. C'est un des principaux médias indépendants français. Elle couvre les questions liées au genre et aux violences sexuelles depuis près d'une décennie. Auparavant, elle était journaliste économique à l'AFP et elle a suivi les questions sociales à l'Humanité. Elle est aussi la co-autrice de Tunisian Connection, Connexion tunisienne, une enquête sur les réseaux franco-tunisiens sous la houlette du président Ben Ali. Bienvenue Lénaïque. Je te donne la parole et tu peux commencer ta présentation. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je tenterai d'être aussi clair que possible en anglais, ce qui n'est pas mon habitude. Alors, dans un premier temps, je vais lancer mon PowerPoint. Le voyez-vous? Alors, j'ai rédigé beaucoup d'enquêtes sur la violence et les abus sexuels, mais ceux dans des environnements très différents, des lieux très différents, notamment en politique. J'étais également spécialiste en politique, mais également dans les universités, dans le secteur du cinéma, dans les chaînes télévision, les journaux français. En me basant sur cette expérience, je vais tenter de vous expliquer quelque chose. Et surtout de la façon dont on peut collecter des preuves dans ce contexte. Alors, beaucoup disent encore que des enquêtes sur les abus sexuels sont quasi impossibles. Même des journalistes le disent que c'est impossible car on n'a pas d'accès aux preuves. Oui, effectivement, c'est difficile car on n'a pas de fichiers Excel, de fuites relatives à la fraude fiscale ou de documents bancaires. Certes. Toutefois, j'avais pour habitude de dire, et je le dis toujours, que il est possible d'avoir des documents, il est possible de les rechercher. Il peut y avoir des SMS, des courriels, des messages Instagram, WhatsApp.
Facebook, tous les réseaux sociaux ont des messageries. Vous pouvez également recevoir des messages vocaux, il y a des lettres, il y a journaux, des journaux intimes, des photos par exemple, qui peuvent prouver euh, le lien entre les individus. Souvent, les victimes suppriment les messages, mais parfois, ces victimes en ont parlé à leurs proches, leurs petits amis, leur famille, leurs collègues peut-être. C'est rare que ces victimes n'en parlent à personne, et même si elles n'ont pas raconté leur histoire en détail, elles en ont parlé. Donc il est possible de trouver des messages au sein desquels elles décrivent les abus vécus. Imaginez une poursuite judiciaire. Imaginez une plainte au sein d'une université ou d'une administration. Il est possible de d'identifier des témoignages, c'est un document officiel qui a de la valeur. Il est également possible de récupérer la preuve que quelqu'un d'autre savait dans ce cas, et ça c'est très important. Par exemple, j'écrivais des enquêtes sur les abus sexuels au sein des universités françaises. Pour cette enquête, j'ai employé des témoignages tirés de procédures disciplinaires en cours, principalement. J'ai contacté les étudiants ou les professeurs qui ont témoigné. J'ai demandé leur approbation pour que je puisse utiliser ce qu'ils m'ont dit. Puis je me suis attelé au côté administratif. J'ai parlé à des employés de l'université qui étaient furieux quant à cette impunité, et c'est ainsi que j'ai pu publier mon histoire. Autre élément crucial, le nombre de victimes, le nombre de témoins. Ce qui est difficile, c'est d'enquêter sur un abus, une violence commise par le passé, il y a 10 ou 15 ans, sans qu'il n'y ait de témoins encore en vie ou de témoins en lien avec le survivant et avec une seule victime. C'est extrêmement difficile dans ce cas. C'est possible. Il y a l'actrice Adèle Haenel. Il y a une enquête menée par ma collègue Marine Turki. L'enquête a été publiée en 2019. Marine Turki a été en mesure de collecter beaucoup de témoignages et a pu citer nommément ces témoins. Souvent, il faut plus d'une victime pour renforcer la crédibilité de l'histoire. Et cela permet également d'établir un schéma. Lorsque je me suis penché sur le cas de l'ancien président de l'Assemblée nationale, eh bien, nous avons pu enquêter car il y avait déjà 8 victimes en 2016, dont 4 qui étaient prêtes à donner leur nom. Quant à une enquête sur Luc Besson, notre première enquête était basée sur 4 femmes qui se plaignaient de son attitude. Au même titre que le nombre de victimes, le nombre de témoins est crucial. Les individus qui disent « j'ai vu, j'ai entendu, je peux décrire le contexte » jouent un rôle également très important. Et là, je veux dire que lorsqu'on parle de violences sexuelles, d'abus sexuels, la misogynie est un facteur important. Si l'agresseur a souvent émis des commentaires misogynes, ce n'est pas une preuve, mais ce sont des éléments
qui peuvent laisser penser que cet individu a des problèmes avec les femmes. Dans le cadre de ces enquêtes, les victimes sont les survivantes. Toutefois, parfois, des hommes peuvent aussi être des témoins. Ils ont parlé avec l'agresseur et peuvent confirmer la misogynie notamment de l'agresseur. L'idée ici, ce n'est pas seulement que les femmes s'expriment, elles doivent le faire naturellement. Donc, donc oui, elles peuvent briser le silence, et elles peuvent nous aider également. Et il faut garder cela à l'esprit. Souvent, on n'y pense pas. En tant que journaliste, il faut leur demander. De bons témoins peuvent vous aider. Ils peuvent vous permettre de publier une enquête. Autre élément, souvent, on me demande s'il y a des différences majeures entre les enquêtes sur les abus sexuels et les autres types d'enquêtes. En fait, il y a beaucoup de points communs. Des faits, des sources. C'est le béaba du journalisme. Toutefois, il y a une différence cruciale. Les sources sont simultanément des victimes, ce qui crée une relation assez spécifique. Il faut maintenir une certaine distance, car on est en position d'enquêtrice, car il faut contrôler chaque détail, il faut se montrer parfois dubitative, il faut collecter des preuves, c'est notre travail de journaliste. Il faut réaliser tout cela avant que l'enquête soit publiée. Mais les survivantes vous confèrent quelque chose de très spécial, leur vie, leurs sentiments, leurs douleurs, et c'est une immense responsabilité qui nous incombe. Donc il faut communiquer de façon assez spéciale. Il faut leur expliquer le fonctionnement d'une enquête. Il faut leur dire que ces enquêtes durent, que ces enquêtes sont longues, qu'elles durent parfois plusieurs mois. Ma collègue qui a enquêté sur Adèle a duré, l'enquête a duré 7 mois. Mon enquête sur le responsable politique a duré 2 mois. Mon enquête sur les abus sexuels au sein d'une université ont duré 4 mois avec une autre collègue. Mais pour les survivantes, c'est très difficile car lorsqu'elles décident de narrer leur histoire à une journaliste, elles espèrent que cela va changer quelque chose dans leur vie, que justice soit faite. Et elles veulent une justice prompte. Et c'est normal. Mais nous, en tant que journalistes, nous devons prendre le temps de l'enquête. Et cela, il faut l'expliquer. Il faut leur dire, ce sera long, ce sera dur pour vous. Je ne suis pas sûr de connaître le succès. Il faut que vous m'expliquiez, il faut que vous expliquiez votre travail, comment vous collectez des preuves. Il faut dire oui, je vous crois, mais ce n'est pas suffisant. Il me faut des preuves pour que je puisse rédiger un article. Il faut expliquer pourquoi il faut maintenir la confidentialité aussi longtemps que possible. Et souvent, elles veulent parler à tout le monde du fait qu'elles ont parlé à un journaliste alors qu'il vous faut du temps pour collecter les preuves notamment. Donc il faut de la confidentialité en la matière. Et il faut également leur expliquer pourquoi vous menez un entretien avec l'agresseur aussi. Elles ne comprennent parfois pas pourquoi vous faites cela et c'est très violent pour elles parce que vous devez aller voir l'agresseur. Il faut leur expliquer avant que cela soit inclus dans l'histoire. Donc il faut vraiment être prudent. Les survivantes sont effrayées, quel que soit le lieu de l'enquête, en politique, à l'université, dans les médias. Les victimes ont peur, à juste titre. Ce sont des victimes. Les abus sexuels sont une question de domination, de pouvoir, donc leur peur est justifiée.
Donc il faut prendre cela en compte. Pour conclure, lorsque l'enquête est publiée, il faut rester en contact. Il ne faut pas simplement disparaître. Oui, j'ai fait mon travail, adieu. Non, ce travail d'enquête peut également être très violent. Le fait de publier cette enquête peut être un nouvel élément violent pour la survivante. Vous pourriez écrire une autre, un autre article parlant de l'incidence potentielle de l'enquête sur leur vie, si elle a eu des conséquences, si, s'il y a eu de nouvelles lois qui ont été adoptées à la suite de cette enquête. Cela peut être intéressant pour les victimes et également utile pour le public. Merci beaucoup, Lénaïg. Merci beaucoup. Très intéressant. Alors, j'ai lu une de tes enquêtes que tu as rédigées avec une collègue, et il y a quelque chose qui m'a frappé. Citation. Tu as parlé de la façon dont on pouvait collecter des preuves euh, pour ces affaires. Alors, pourrais-tu nous en dire un peu plus quant à la façon dont tu as réussi à convaincre les survivantes de nous donner des parties intimes de leur vie, leurs messages notamment, leurs contacts personnels. Donc, comment approches-tu les survivantes pour qu'elles puissent parler de sujets si intimes? Je ne sais pas si j'ai une panacée, je ne sais pas si ma méthode est la bonne. Je sais que l'on commet toujours des erreurs, c'est une évidence. Ce que je peux dire, c'est que si l'on détaille chaque étape du travail, c'est la meilleure méthode d'être aidé. Même pour récupérer des messages. Parfois, les victimes ne veulent pas donner d'email ou de messages, car souvent, elles ont répondu, ces victimes. Elles ont réagi d'une façon particulière, car elles ne savaient pas comment réagir à cet harcèlement. Donc, oui, parfois elles disent, oui, partager ces messages, ça va être négatif pour moi. Et là, il faut répondre, oui, je comprends que c'est difficile pour vous, mais si vous leur dites que vous avez besoin de ces données pour écrire l'histoire, pour publier l'enquête, eh bien, elle va comprendre, car vous pouvez lui dire que oui, lui, l'agresseur va utiliser ces messages contre vous. Donc, c'est le mieux, c'est de bien expliquer que vous avez besoin de tout et de respecter la confiance qu'elle place en vous. Donc, il faut vraiment expliquer toutes les étapes du processus. Alors, j'aimerais maintenant présenter Sophia. Sophia est une journaliste d'investigation déterminée. Elle a été essentielle dans le cadre des enquêtes MeToo en Chine. Elle a enquêté sur des cas de violences sexuelles dans certaines des meilleures universités chinoises. Et elle a dû également, comme d'autres journalistes, faire face à des conséquences dramatiques. Et elle a été arrêtée et passé du temps en prison. On ne va pas parler de ça aujourd'hui, mais je voulais simplement présenter Sophia comme quelqu'un qui est déterminé et qui est extrêmement déterminé dans le cadre de ces enquêtes. Sophia, tu peux peut-être commencer ta présentation et nous parler de ton travail. Merci. Et n'hésitez pas à allumer votre micro si vous ne l'avez pas fait, parce que je ne vous entends pas pour le moment. Alors, que se passe-t-il? Sophia, est-ce que oui, est-ce que vous nous entendez? Très bien. Oui, nous vous entendons parfaitement maintenant. Merci beaucoup Suzanne pour votre présentation. Je suis très heureuse d'être à vos côtés. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Sophia. Je suis une journaliste indépendante. La qualité, du son de madame est, très mauvaise pour les interprètes. Nous faisons ce que nous pouvons.
Alors le premier rapport que j'ai fait, c'était en 2017 sur le harcèlement. Alors, c'était une étude sur le journalisme et 83,7 ont fait l'objet d'un, harcèlement sexuel. Oui, ça va mieux, on vous entend mieux. En fait, le son de madame était vraiment catastrophique, c'était impossible pour de l'interpréter et maintenant cela fonctionne mieux. Continuez, continuez. Désolé de vous avoir interrompu, mais on ne pouvait pas vous entendre. Désolé, peut-être que c'est mon wifi. Bon, continuez, ça va bien maintenant. Alors, comme vous pouvez le voir sur le PowerPoint que je vous présente, nous avons réalisé une étude en 2017. Sophia, pardon, c'est un problème lié au micro, donc il ne faut pas toucher au micro. Alors, ça va mieux. Même des journalistes qui ont plus de ressources sont également sujets à des violences et ne souhaitent pas en parler dans le public. 3 personnes sur 89 ont dit, vouloir en parler en public et c'est tout à fait compréhensible parce que cela a une incidence considérable sur leur vie et dans une autre étude, 6 000 étudiants universitaires, 70 d'entre eux ont dit avoir été victimes d'agressions sexuelles sur le campus universitaire. Pourquoi partage cela avec vous? Eh bien, parce que cela démontre, la prévalence du harcèlement. Alors je dis à de nombreux amis que c'est une chose de partager une histoire de manière indépendante avec quelqu'un et c'est vraiment une autre chose d'en parler en public. Alors, quelques conseils peut-être, je ne sais pas si ce sont des conseils, mais peut-être retirer peut-être votre micro parce qu'on vous entendra peut-être mieux. Il est vraiment impossible de vous entendre. Retirez peut-être juste vos écouteurs pour voir, ça ira, et peut-être que ça ira directement avec l'audio de votre ordinateur et comme ça on pourra peut-être continuer. Est-ce que c'est mieux? Ou désolé de vous embêter, on ne pouvait pas vous embêter. Est-ce que je continue avec, ce transparent-ci? Bon, je voudrais conseiller vous fournir quelques astuces utiles peut-être. Alors tout d'abord, il faut avoir la confiance. Il faut la confiance. Il faut partager l'histoire personnelle. C'est comme ça que je parle avec ces victimes. Je leur explique ce que j'ai subi moi, je leur explique également comment je vais mener l'enquête. Je dois parler à leurs amis, à leurs collègues et à, toutes les personnes qu'elles connaissent et qui pourraient m'aider. Le risque, je leur explique les risques aussi. Le risque, c'est que si vous publiez cette histoire, on pourrait vous pointer du doigt, on pourrait vous dénigrer, on pourrait également, exposer votre vie personnelle puisque vous partagez des informations. Par conséquent, il est important de se préparer à ce qui va se passer. Et bien entendu, quand je leur explique ça, ils me font beaucoup plus confiance et l'on peut avancer ensemble, main dans la main. Donc le 2e, conseil, c'est d'éviter, de pointer du doigt, de dénigrer la victime. Il faut poser des questions contextuelles pour, comprendre les facteurs structurels derrière l'agression. On ne pose pas des questions comme: «Pourquoi ne l'avez-vous pas arrêté? Pourquoi n'avez-vous pas appelé la police?» Je ne pose pas des questions comme ça. Je je lui ai demandé: «Qu'est-ce qui vous a empêché d'appeler la police?»
Je ne lui ai pas demandé: «Mais pourquoi n'avez-vous pas fait ceci ou cela?» On ne peut pas remettre en question les survivants, de ne pas en avoir fait assez. On doit remettre en question la société, les institutions. Pourquoi la personne n'a-t-elle pas disposé de suffisamment de soutien pour partager son histoire? Donc on remet en question la police, l'université, les institutions, le lieu de travail. Pourquoi la victime n'a-t-elle pas pu bénéficier de suffisamment de soutien? Ce sont les questions que je pose habituellement. Il faut en outre respecter la survivante. C'est très important. Il faut faire preuve de patience car nombre de victimes souffrent de culpabilité, de honte, sont traumatisées et ne veulent pas souvent vous raconter tous les détails. Il faut donc apprendre à être patient, à respecter leurs choix et parfois il y aura des avancées, parfois on reculera. Donc, il faut attendre que la personne soit prête à partager avec vous. Et quand c'est le cas, il faudra bien se garder de dépeindre la situation de manière scandaleuse, de manière sensationnelle. Il faut bien se garder de cela. Il faut éviter de sensationnaliser une telle affaire, une agression sexuelle. Parce que si vous le faites, vous allez attiser les stéréotypes, ce serait bien dommage. Ensuite, quatrièmement, je recoupe les informations. Il faut se pencher sur toutes les sources, toutes les histoires, les remettre en question. Il faut interroger le plus de personnes possible, des collègues, des amis, des membres de la famille. Il faut parler à ces personnes et il faut recouper les histoires, les informations pour parvenir à un équilibre. En outre, il faut être très prudent pour, passer en revue toutes les preuves, les courriers électroniques, les textos, les photos, les enregistrements audio, les enregistrements, vidéo, des vidéos de surveillance. Par exemple, souvent, j'allais à l'université où je me rendais sur, le lieu où l'agression est survenue et j'ai mené mon enquête. J'ai rencontré énormément de témoins et on m'a partagé parfois des vidéos du système de surveillance vidéo. J'ai obtenu des copies. C'est comme ça que j'ai eu, des informations sur les histoires des survivantes. C'est important. Ce qui est essentiel, c'est la confiance. Il faut établir un lien de confiance pour pouvoir avoir accès aux messages, aux courriers électroniques. Je les partage avec vous parce que je vous fais confiance. Il faut bien entendu aussi convaincre la personne de vous faire confiance, surtout si vous publiez l'affaire. Ensuite, dernier conseil, c'est d'avoir un avocat. C'est important. Je dois veiller à ce qu'il n'y ait pas de problème juridique lié à l'histoire, au reportage que je vais effectuer. Il est important d'avoir un avocat, tout particulièrement en Chine. Il n'y a pas de législation détaillée sur le harcèlement sexuel. Il n'y a pas de définition circonstanciée de ces faits. Il y aura pourtant, il y a bon nombre de cas. Hier, une dame survivante a été traduite en justice hier parce qu'elle avait divulgué, les agressions dont elle avait été victime. Elle a été accusée de diffamation. Ça se passe comme ça en Chine. C'est ce qui se passe. Après avoir partagé ces, informations, je voudrais vous parler du mouvement MeToo en Chine. Le plus grand défi, pour que ces, personnes se fassent entendre, c'est la censure d'État. En Chine continentale, tout est difficile. Tout peut risquer de, provoquer, l'émoi et tout ce qui est susceptible de, susciter l'émoi fait l'objet d'une censure, car, pour le gouvernement chinois, cela préserve la stabilité et donc ce mouvement MeToo est devenu un mouvement social. Énormément de survivantes, s'en sont inspirées, se sont senties capables, enhardies de pour parler, pour se faire entendre.
Je me souviens, il y a quelques années, des dizaines de cas ont été divulgués en un seul mois. Et les femmes étaient prêtes à parler de leur histoire et étaient prêtes à changer cette société patriarcale, à changer la place des femmes de la base. Et donc, cela se heurte à la censure. Tous les articles, y compris les témoignages des victimes, a été censuré sur Internet du jour au lendemain, après un moment. Donc, il a été très difficile pour les survivantes de se faire entendre. Lorsque le gouvernement a dit qu'il s'agissait d'une menace à la sécurité nationale, ça s'est compliqué. Nous avons reçu des appels de la police de sécurité nationale nous disant qu'il ne fallait pas se faire entendre. On nous disait que l'on était utilisé par les forces du mal de plus en plus puissantes. On a reçu énormément de menaces du gouvernement aussi. Donc vous le constatez, pour les survivantes en Chine, nous avons dû nous battre contre les auteurs de ces agressions. Nous avons dû nous battre contre la loi, nous battre contre un système failli. Nous n'avons pas suffisamment d'organisations de femmes, de travailleurs sociaux qui comprennent véritablement les abus sociaux. Nous n'avons pas non plus de structure contre le harcèlement. Il faut également se battre contre cette société patriarcale. Euh, on pense que les femmes sont hostiles, ce n'est pas le cas. Nous avons dû nous battre avec un gouvernement autoritaire. Ce sont les défis auxquels sont confrontées les survivantes. Alors, je partage tout ça avec vous et ça me fait vraiment plaisir et je voudrais vous remercier de votre attention. Merci beaucoup, Sophia. C'était vraiment très intéressant. J'ai une question. Au début, vous avez parlé, et d'ailleurs, le nègre aussi, il me semble. Vous avez expliqué que c'était, des affaires qui duraient très longtemps et que les personnes devaient vous donner des détails intimes. Vous avez parlé des hauts et des bas. Dans nos enquêtes, dans notre équipe, nous avons parlé de l'assentiment, continu. Ce n'est pas une transaction unique, en effet. Je m'explique, c'est une relation qui s'inscrit dans le temps. Est-ce que vous pourriez nous en parler? Est-ce que vous pourriez nous parler des pressions auxquelles vous avez été confrontés dans votre contexte politique et comment veillez-vous, en travaillant dans votre travail avec les survivantes, à ce que ces survivantes continuent à vous donner leur autorisation pour travailler sur leurs histoires? En fait, je suis très patiente la plupart du temps. Je leur donne autant de temps dont elles ont besoin. Très souvent, j'attends quelques semaines. Ah, le son de l'oratrice est très médiocre pour, les interprètes. Nous faisons de notre mieux. Je fais donc preuve d'une grande patience. Désolé, en fait, nous ne vous entendions plus. Voilà ce que dit Suzanne. Et donc vous parliez de la patience avec les survivantes et qu'il fallait, tout à fait, travailler en étroite collaboration. Voilà qui nous rappelle que ce n'est pas une, transaction, c'est une relation importante. Donc voilà, merci beaucoup, Sophia, et je vais continuer et à présent je voudrais vous présenter Ashwak Massoudi qui aujourd'hui va nous parler de ses enquêtes et de ce qui m'a aussi frappé quand j'ai lu des informations sur votre travail. Dans votre contexte, une femme est violée toutes les 15 minutes, je pense. Donc, c'est une question tout à fait systémique. Je vais donner la parole très vite, mais je me demandais comment vous travaillez compte tenu du contexte auquel vous êtes confronté au Cachemire. Merci Suzanne, merci au GIGN. Je suis ravi d'être ici. Ça fait maintenant près de 10 ans que je suis journaliste
et j'ai mené des enquêtes dans 22 États indiens sur 28 et la plupart, des enquêtes sont dans des petites villes d'Inde. Alors j'ai mené des enquêtes sur les inégalités sociales à travers le pays, mais, mon travail sur le genre n'a pas été seulement concentré sur les violences à l'égard des femmes. Il s'agit également des droits des femmes, heu, qui sont en situation de handicap, la discrimination basée sur le genre sur le lieu de travail. Nous avons également réfléchi à la, sexualité, des femmes indiennes, en particulier dans les zones rurales. Donc avant de parler de mon travail sur les abus sexuels, j'aimerais vous donner un aperçu, heu de l'Inde, de vous donner un contexte où évolue mon travail. Donc les lois en Inde et le débat sur les violences sexuelles ont changé drastiquement après 2012. Une étudiante de 22 ans a fait l'objet d'un viol en réunion sur un bus, dans un bus. L'Inde n'est pas un pays où les gens n'ont pas conscience de violences sexuelles ou du viol. Donc cette affaire spécifique a choqué le lecteur ou la lectrice indienne lambda. Donc c'est également la façon dont cet incident a été raconté dans les médias et les, détails d'une telle violence qui ont été partagés ont eu une incidence sur l'opinion publique et donc la façon dont l'incident a été couvert a eu une grande influence sur l'opinion publique et toute une série de manifestations de nature transversale ont eu lieu, à New Delhi et dans des villes à travers le pays. Manifestations qui ont mené à des changements de la loi sur le viol et les abus sexuels en Inde. La loi actuelle en Inde est très progressive. Notam Si l'on, pénètre une femme avec son doigt, cela est considéré comme un viol en Inde. L'Inde est connue pour être un des lieux sur terre les plus, dangereux pour la femme. Une femme est violée toutes les 15 minutes. Il y a 100 cas d'agressions sexuelles qui sont signalés tous les jours et le taux de condamnation n'est que de 19. Donc, ce que nous, journalistes, essayons de faire, c'est d'expliquer que la violence faite aux femmes n'est pas seulement un crime, elle est également liée à la hiérarchie des classes, des castes, à des déséquilibres liés à la religion, au genre. Et il y a également cet aspect supplémentaire de l'image du corps de la femme en Inde. Donc, il y a ce qu'on appelle l'ono. L'ono, ce qui est la dignité euh, de la femme et qui peut être perdue ou non, et cela a une incidence sur ce sujet. Ainsi, mener des enquêtes sur les abus sexuels euh, ont fait l'objet davantage d'attention, mais beaucoup de cette attention était très sensationnaliste et centrée sur les centres euh, urbains. Et cette attention est accordée également à cette approche victorienne du viol, c'est-à-dire que les viols seraient perpétrés par des étrangers, alors que 99% des cas, les viols sont perpétrés par des personnes que la victime connaît. Donc souvent, à moins qu'il n'y ait des détails gore, comme des intestins qui sortent du ventre, eh bien, le viol ne fait pas l'objet d'une grande attention médiatique en Inde. Peut-être de temps en temps, mais les abus sexuels, absolument aucune attention. Donc, ces cas sont traités comme des faits divers dans les journaux. Donc, qu'avons-nous fait, nous, journalistes, en Inde, en la matière? Nous avons tenté de combler ce fossé.
À la différence des autres oratrices, je n'ai pas personnellement mené des enquêtes sur les abus sexuels. Mais je me suis penché sur les schémas de criminalité, les schémas de comportement et les raisons, heu, pour, lesquelles certains crimes, se diffusent. Donc je me suis plutôt, penché sur le pourquoi. Donc en 2018, au moment de l'explosion du mouvement MeToo en Inde, je me suis penché sur des cas d'abus sexuels qui avaient été traduits en justice, afin de comprendre ce qui se produit lorsque ces abus sont traités devant un tribunal. Donc j'ai parlé avec une femme qui travaillait dans une association à New Delhi et elle, travaillait avec environ 15 hommes et 15 femmes dans cette association et dans ce bureau, pour, une raison quelconque, les hommes consommaient de l'alcool et jouaient aux cartes pendant les pauses. C'était, normal pour eux, de dessiner, des, corps nus, sur les murs des toilettes et il y avait, même, des dessins sur les tables empoussiérées et cetera et cetera. Les femmes avaient accepté ça comme la norme et la femme avec qui j'ai communiqué n'a pas élevé la voix. Un jour, quelqu'un avait mis un jeu de cartes avec, des, positions de coït sur, son bureau et il y avait également une autre citation, une expression qui avait trait au viol, qui était, déposée sur son bureau. Elle en a parlé au directeur et il a dit: «Oh, c'est une blague, tu, réfléchis trop, tu, au moins tu n'as pas été violée, hein». C'est ce que le directeur lui a dit et c'est la plupart, dans la plupart des cas, c'est ce que l'on entend, dans les cas de viol. C'est que dans les cas d'abus sexuels, c'est que: «Ah, tu n'as pas été violée». Alors, il y a eu, donc une enquête en 2018 et le tribunal a a permis a pu condamner une personne. Donc, pourquoi je parle de, cette histoire? Car cela donne le contexte. Donc, l'histoire, semble tragique, surtout en raison, de la durée du processus et rien ne s'est produit, en fait, pour les perpétrateurs et elle a dû, souffrir une très longue, procédure judiciaire. Donc l'ENAIG en a parlé, heu, oui, parfois, on dit qu'il n'y a pas de preuves, mais il y en a des preuves et c'est vrai que trouver des preuves lorsqu'il n'y a pas de documents, c'est difficile et moi, j'ai eu ce problème lorsque je couvrais certains cas. Donc l'idée ici, c'est ménager un équilibre entre l'empathie, mais également rester fidèle à la recherche des faits. Cet incident, tragique qui a touché, cette femme l'a privée de sa capacité d'action et donc, pour moi, c'était une question de lui, redonner sa capacité d'action. C'est, de la laisser prendre la parole lorsqu'elle veut prendre la parole. Donc, l'idée ici, c'est de ménager un équilibre et je ne peux pas, heu, éviter le cœur du problème, mais c'est vrai que la femme, la victime, peut ne pas vouloir me parler, c'est tout à fait normal. Vu l'état du système, c'est très compliqué. Mais Sophia en a parlé également dans certains cas, il y avait, des, déclarations un peu contradictoires que cette femme, me partageait. Donc, souvent quand on enquête, on doute de la personne.
avec qui l'on parle. Et ça, c'était ma première intuition. C'était de me montrer dubitative. Mais dans ces cas, c'était très utile de se souvenir que le traumatisme change la façon dont la mémoire fonctionne. Donc, le fait qu'il y ait des déclarations contradictoires n'est pas forcément une preuve de tromperie. Il faut poser des questions difficiles, mais c'est notre travail en tant que journaliste. En tant que journaliste, nous euh, pouvons poser des questions. C'est notre travail. C'est ce qui nous aide à élucider ces affaires. Autre élément crucial, c'est la façon dont on utilise des définitions. Comment on les présente, ces affaires. Donc, dans le contexte indien, c'est essentiel. Quand on est journaliste en Inde, il faut vraiment faire attention à ce que l'on dit. On ne peut pas dire que le viol est du sexe sans consentement. On ne peut pas utiliser ces mots-là. Le viol n'a rien à voir avec le sexe. Le viol a trait au pouvoir, à la domination. Donc, si en, en Inde, il y a des thèmes spécifiques qui sont utilisés pour les personnes qui font du harcèlement sexuel ou le harcèlement sexuel. Il y a vraiment des termes spécifiques. Il faut décrire très précisément ce qui est dit. Et parfois même, il vaut mieux laisser à l'interlocutrice le choix des mots qui décriront le mieux ce qu'elle a vécu. En fin de compte, enquêter sur le harcèlement sexuel est une combinaison de différents éléments. Compassion, mais également avoir la peau dure. On essaye de récupérer des réponses dans des cas où il se peut que l'on n'ait aucune réponse. Mais il faut également avoir de l'empathie, la sensibilité, comprendre la psychologie d'un être humain. Il faut également respecter ses interlocuteurs et interlocutrices. Donc on sait que l'on enquête sur un sujet personnel, mais que la raison sous-jacente à cette enquête est un sujet d'intérêt public. Donc on ne peut pas feindre l'empathie. On ne peut pas les induire à parler de quelque chose en leur disant c'est pour votre propre bien. Je pense que lorsque j'écris une enquête, il faut, je me rappelle toujours que c'est elles qui me font euh, une faveur. Et cela me permet de mieux respecter leur choix, leur droit à dire non. Merci. Merci, Ashwak. Alors, tu as parlé d'éléments très intéressants. Tu as dit que tu parlais des schémas, c'est très important. Il y a, dans certains cas, il y a également euh, des, euh, euh, des victimes qui ont pu être au degré, mais en te penchant sur les différents schémas et la façon dont ils se répètent, eh bien, cela peut donner un coup de main à la survivante, car cela leur permet parfois de mieux se souvenir de certains éléments. Donc, merci beaucoup d'avoir parlé de la capacité d'action des femmes. Mais je me demandais également quelque chose. Si tu te concentres tant sur les schémas, tu pourrais peut-être nous parler de certains des schémas que tu as identifiés dans les histoires que tu as couvertes. Trois schémas. Pourrais-tu parler de trois schémas? Alors, j'ai déjà écrit un article qui s'intitulait Pourquoi les hommes violent. Donc, j'ai parlé beaucoup de temps avec des violeurs afin de comprendre leurs mécanismes internes. Mais souvent, ils sont dans le déni le plus total. Ils ne le confessent pas. Ils l'ont confessé devant la justice. Mais quand vous les rencontrez au café ou dans le métro, ils sont dans le déni total.
c'est fascinant de voir comment les humains, justifient, leurs crimes. Ils ont toujours une raison. C'est la faute de la femme ou c'est la faute, de ses origines ou ses circonstances de vie. Je trouve que la criminalité est fascinante, mais j'estime que alors j'ai déjà eu une conversation avec une femme, qui, fait partie de la caste la plus basse. Donc, ils me disent qu'ils ont un problème, qu'ils ne peuvent pas me toucher, mais qu'ils peuvent me violer quand même. Donc et donc, elle se posait cette question-là et c'est vrai que c'est vraiment des petits schémas, spécifiques qui peuvent émerger. Parfois, on voit les hommes réagir d'une certaine façon, ou cela se produit dans certains cas. Dans quel contexte ces hommes ont-ils été élevés? Et souvent, l'origine des individus explique beaucoup leurs actes. Je vais maintenant donner la parole à Eunice. Elle a collecté des questions et on va voir à combien de questions on peut répondre. Je crois qu'il y a beaucoup de questions qui ont été posées. Donc, Eunice, je, je te donne la parole. Merci à toutes et à tous d'avoir posé vos questions. Alors, il y en a beaucoup, donc on va en aborder quelques-unes. Alors, les sources, tout d'abord, pour tous les intervenantes. Comment procédez-vous à vos enquêtes lorsque vous avez reçu des informations, pas directement de la victime, donc d'une personne qui lui est connectée? Alors, autre question, comment commencez-vous à trouver des survivantes qui veulent parler? Est-ce que vous les recherchez ou est-ce que vous attendez qu'elles vous contactent? Alors, quelqu'un veut commencer? Le nec, par exemple? Oui, merci beaucoup. Alors, la première question. Je crois que ce n'est pas possible si la survivante refuse. Alors, on peut tenter de les convaincre, on peut leur expliquer pourquoi cela peut être important de le faire, on peut leur expliquer comment protéger leur identité, par exemple leur dire qu'on ne va pas publier leur nom, mais si ces personnes ne souhaitent pas parler à un journaliste, si ces personnes ne veulent pas publier leur affaire, on ne peut pas le faire, c'est tout. Et parfois, il arrive que, je doive abandonner parce que les personnes ne veulent plus continuer ou l'une des personnes ne le souhaite pas, les autres, oui, mais pas cette personne-là. Il faut absolument respecter la volonté des survivantes. L'autre question, très souvent, ça se passe comme ça. Tiens, j'ai entendu parler, de ceci ou de cela. Vous devriez peut-être aller, voir dans cette région-là, dans ce quartier-là. Vous devriez aller voir, cette femme-là, cet homme-là. C'est toujours comme ça que ça commence, très souvent. C'est comme ça que l'on collecte les premières sources, c'est, parfois, indirect. Il est très rare que la victime vous appelle et vous dise: «Oh, je suis une survivante et je voudrais, vous raconter mon histoire». Ça arrive, mais ce n'est pas très fréquent. Parfois, c'est une personne, connexe et qui est choquée, qui est en colère et qui n'en peut plus. «Il faut faire quelque chose», nous dit-elle très souvent. Et puis, de fil en aiguille, on trouve de nouvelles sources, un collègue, une collègue, un ami, un membre de la famille et l'on glane, petit à petit tous ces éléments pour ainsi pouvoir publier, son papier. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne pour moi en tout cas. Oui? Est-ce que l'on m'entend mieux? Oui. Alors, j'ai réalisé plusieurs rapports
au préalable. Donc, j'ai utilisé ce rapport pour contacter ces personnes. Elles me contactent en fait après l'avoir lu. Elles partagent leurs histoires. Et parfois, ça passe aussi par des organisations de défense des victimes, de survivantes. Le son de madame, malheureusement, ne permet pas d'interpréter correctement. Ça leur permet de parler, ça les enhardit. Une fois qu'elles ont lu des histoires d'autres survivantes, elles sont inspirées, et quand elles sont prêtes, elles vont venir vous parler. Il faut être patient, heu, les attendre et partager, avec elles. Merci. Oui, moi j'aimerais bien ajouter un tout petit point. Une adolescente a été violée et victime, d'agressions sexuelles, par un homme, en Inde. J'ai, réalisé, un papier sur elle et contrairement à l'histoire de cette, jeune de 8 ans qui avait décliné, et j'avais insisté et puis elle a, accepté de me rencontrer, mais elle ne m'a pas donné la parole qu'elle me parlerait. Donc, voilà, je l'ai rencontrée, j'ai conversé avec elle, je n'ai rien enregistré, je n'ai rien noté. On a parlé toute l'après-midi. Dans l'autre cas, c'était une adolescente. Alors, le droit indien ne permet pas de révéler le nom des victimes, des survivantes, et dans ce cas-là, j'ai passé beaucoup de temps avec la famille de cette femme. Je n'avais pas beaucoup de temps et j'étais dans la pièce d'à côté de l'adolescente et je le savais. Elle n'a pas voulu me parler pour autant et mmh, comme dans le cas de cette dame de 58 ans, je savais qu'il fallait que j'insiste. Mais ici, pour cette jeune, je devais m'arrêter. Je l'ai compris directement. Parfois, ce qui se passe aussi, c'est que des ONG sont contactés, des avocats sont contactés et on me contacte. Il y a, parfois alors, un certain niveau de familiarité, ce qui me permet de parler avec elle plus facilement. Younis, on ne vous entend pas? Oui, merci. Merci pour vos réponses. Alors, cette question s'adresse à l'ENEG. Alors, parfois, il n'est pas possible d'être en contact avec les victimes après la publication, même si c'est important, car lors de son dernier article, elle était en contact avec 50 survivantes. D'après vous, donc, d'expérience, comment travaillez-vous avec vos sources par la suite? Et la deuxième question, c'est pour Sophia. Vous avez parlé d'une remise en question du système et pas des victimes, et éviter le dénigrement des victimes. C'est excellent. Comment y parvenez-vous? Quelles sont les ressources utilisées pour y parvenir? L'ENEG. Alors, franchement, je ne sais pas si j'ai la réponse à cette question. Je ne sais pas, si l'on sait quand arrêter, je ne sais pas, franchement. On peut conserver la même relation après que pendant l'enquête, oui, c'est certain. Surtout quand il y a 50 victimes, par exemple. On ne peut pas arrêter la relation du jour au lendemain. Il faut peut-être petit à petit, prendre ses distances de manière progressive. Tout le monde comprend qu'il est alors peut-être temps de se donner de la place aux uns aux autres, nous et les survivantes, pour, ne plus être aussi présents dans leur vie. Parce que l'on a peut-être découvert d'autres victimes aussi. Ça, c'est très important. Très souvent, les victimes ne se connaissent pas. Quand on mène une enquête, très souvent, les victimes ne connaissent pas les autres victimes, les autres survivantes. Et dans ce cas-là, après la publication, on peut les mettre en contact. C'est très important, car alors elles peuvent se parler les unes aux autres et ça les aide vraiment. Les survivantes peuvent rencontrer alors des militantes, des juristes, des psychologues.
après la publication. Elles n'ont donc plus besoin de la même relation avec la journaliste qu'au préalable. Je ne sais pas s'il y a vraiment un bon moment ou pas. D'expérience, ça n'a jamais arrêté. Nous avons pris des distances, certes, mais il y a toujours une relation. Parfois, les survivantes nous appellent pour dire bonjour, pour dire comment allez-vous. Ce n'est pas très fréquent, certes, ce n'est pas envahissant, mais il est important vraiment de garder cette relation, je pense. C'est important pour nous, les journalistes, parce que cela nous rappelle notre responsabilité de journaliste lors de la publication. Cette responsabilité est considérable. On peut comprendre les implications d'une publication pendant des semaines, des mois, voire des années. Et pour moi, c'est un rappel très utile. Sophia, est-ce que je dois vous répéter la question? Non, merci. Je m'en souviens, merci. Donc j'ai lu énormément de livres sur le genre, entre autres. Et plus l'on couvre d'histoires, plus l'on parle à des survivantes, on découvrira des tendances liées au pouvoir, à l'égalité, aux discriminations dont sont victimes les femmes. Une violence aussi axée sur le sexe, sur le genre. Donc j'ai réalisé de nombreuses enquêtes et donc très souvent, les agressions sont commises par des personnes en en position de pouvoir, des personnes qui sont sous leur emprise ou qui sont plus vulnérables qu'eux. Voilà pourquoi le système ne fournit pas suffisamment de soutien de manière en réseau, ne fournit pas des lignes d'appel, des ONG, des travailleurs sociaux en suffisance. Et en fait, on constate que la plupart des hommes s'en tirent comme ça. Ils ne sont pas assez punis pour le harcèlement sexuel, pour le harcèlement des femmes. Ce n'est pas une question de genre, de sexe, c'est une question de pouvoir. Qui détient le pouvoir et un pouvoir qui n'est pas contrôlé? Ces personnes peuvent alors faire ce qu'elles veulent et n'en payent pas le prix. Voilà, je voulais ajouter cela aussi. Merci. Eunice, votre micro? Ah, ce bouton, je ne le rallume jamais. Alors la prochaine question, c'est peut-être pour Ashraq. La question vient du Sri Lanka. La personne nous dit qu'il y a de nombreux cas au Sri Lanka, mais personne ne se fait entendre en raison de la culture, et car on ne croit pas vraiment les victimes. Alors, comment les journalistes peuvent exposer des cas dans un tel environnement? Et si on pouvait encore aborder une toute petite dernière question qui porte sur le système, deux personnes ont demandé comment confronter les auteurs d'agressions sexuelles pendant une enquête. Avez-vous des conseils pour approcher les institutions? Vous savez que parfois, certaines institutions font régner l'impunité et pourraient tout simplement museler les journalistes en disant que nous procédons à une enquête interne et qu'il s'agit d'une question privée. Donc, Ashraq, est-ce que vous souhaitez répondre en première? Oui, je pense que pour ma part, dans de nombreux cas, je couvrais une affaire sur la traite d'êtres humains. Ce n'était pas uniquement une traite liée au sexe, mais aussi la traite de mariés. Cela se passe très souvent dans le nord de l'Inde. Des personnes payent pour avoir des femmes. Dans un des cas, ce qui se passait, c'est que j'ai été couvrir une situation avec une ONG qui travaillait sur l'éducation des femmes. Voilà comment je suis entré dans la sphère, disons. J'explique aux femmes ce que je fais, mais je ne dis pas exactement aux membres de leur famille ce que je fais. Donc, par exemple, on va avec, une travailleuse du secteur de la santé, travailleuse communautaire, d'une ONG.
Et c'est comme ça que je parviens à éviter, les écueils, je dirais. Dans ce cas particulier, j'étais parti parler à cette femme, mmh, et il cette dame était la femme de l'aîné et celui-ci vivait avec ses 2 frères et son père. Et voici ce qu'elle m'a dit. Elle m'a expliqué sa situation familiale, sa vie, et elle a voulu me parler. Elle a parlé, du problème culturel, parce qu'il y avait, son père, ses beaux-frères, et elle ne pouvait pas, vraiment, elle ne pouvait pas parler en face d'eux. Et je comprenais vraiment qu'elle voulait me dire quelque chose. Alors, tout le village était au courant qu'elle avait été achetée, et moi, ce qui m'inquiétait, plutôt, c'était ce qui s'est passé après. Après ça, après qu'elle a été achetée. La femme m'a donné des indices, et je devais être attentive. Elle elle m'a demandé, «Quelle crème, vous mettez-vous, sur, le visage? Ça sent si bon», et elle m'a dit: «Ah, je voudrais vous parler des nouvelles crèmes que j'ai achetées». Elle a parlé vraiment de tout et de rien. Elle a parlé aussi parfois du bétail, hem et l'objectif étant, vraiment de distancer les hommes pour qu'ils ne viennent pas écouter. Donc je pense que ce sont des petites astuces qu'il faut utiliser. Même si ce crime est, le plus, prévalent, c'est l'un des crimes dont on parle le moins aussi. Donc il est très difficile de se faire entendre, de parler de sa situation, et donc pour les victimes, c'est difficile, et il faut éviter de leur faire peur quand vous les abordez. Merci. Leneg, est-ce que vous voulez répondre à la deuxième question? Sur les institutions. Oui, comment abordez-vous les institutions accusées d'être complices de couvrir des abus sexuels? Alors, en fait, elles sont complices la plupart du temps. Sophia et Ashraq ont expliqué très clairement ce qui se passait. Les agressions sexuelles sont une question de pouvoir et de domination. Ce n'est pas tant qu'il y Le problème n'est pas tant qu'il y a, des auteurs, d'agression. Le problème plutôt est le système d'impunité. Il faut garder ça à l'esprit en tout temps, lorsque l'on appelle les universités, les entreprises, le parti politique, lorsque vous appelez le syndicat et d'autres organes. En effet, si, les, agressions sexuelles sont toujours aussi prévalentes dans nos sociétés à l'heure actuelle, c'est parce que quelqu'un a couvert l'auteur de ces méfaits. Donc quelqu'un ou un système. Quelqu'un a permis à la personne de rester en place. Quelqu'un a décidé que la personne ne serait pas punie pour ce qu'elle a fait. Quelqu'un a dit qu'il fallait se taire. «Oh, ce qu'on va faire, eh bien, on va muter, cette dame dans un autre service, dans une autre entreprise, sur un autre campus», et donc comme ça, voilà, les abus sexuels, les agressions sexuelles ne sont plus un problème dans notre, institution. Que fais-je alors? Eh bien, j'appelle l'institution et je marche sur des œufs. Je ne leur dis pas, ce que j'ai en tête, je ne leur dis pas avec qui j'ai parlé, je ne leur dis rien sur la question que j'ai en tête pour, cette enquête. Je leur dis, «J'ai énormément de questions à vous poser pour comprendre pourquoi, il y a eu telle affaire, pourquoi telle personne a été couverte», mais je ne donne aucune indication quant aux personnes qui auraient pu m'approcher, quant à mes sources. C'est un très bon conseil. Sophia, souhaitez-vous ajouter un point? Oui, le plus souvent, j'approche l'institution, l'autorité. J'approche des personnes empathiques, des personnes qui, hem, pourraient être empathiques face à cette situation. Par exemple, des femmes, des professeurs femmes, et
je leur dis: «Hein, vous savez, tiens, ce qui se passe, vous avez entendu parler» et parfois vous pouvez obtenir des informations. Je remets alors en question, l'autorité et bien entendu, je protège leur identité et je leur dis: «J'ai reçu des témoignages, je vais publier tel article et je dois absolument recouper les faits». Parfois, on me répond, parfois on décline, on refuse l'interview. Parfois, on me dit: «Non, il y a rien qui se passe ici, circulez» et ce ce qui se passe quand je publie un article, c'est que tout d'abord il y a 2 choses. Tout d'abord, on essaye de m'arrêter avec, le département de sécurité nationale. Parfois, on me dit: «Si vous publiez tel article, je vais faire ceci ou cela» et j'écris aussi tout cela dans mes articles et parfois ça fonctionne. Voilà comment j'approche, cette situation, très souvent. J'espère que cela vous aide. Eunice, on va encore faire une série de questions. Alors, Sophia, j'en suis certaine, a connaissance de cela. On a parlé de sécurité, de sa propre sécurité lorsque l'on enquête sur de tels sujets. Comment fait-on face à des menaces? Comment se protège-t-on? Comment on empêche ces enquêtes d'avoir une incidence émotionnelle et physique sur nous? Il ne s'agit pas seulement de gérer le traumatisme de la survivante, mais également le traumatisme du ou de la journaliste. Et il y avait une autre question relative aux affaires qui se sont produites il y a des années de cela. Y a-t-il une méthode différente comparée à une enquête sur un fait divers ou une affaire actuelle? Pour ma part, c'est un défi. Gérer ma sécurité, mes traumatismes a été difficile. Mais en toute honnêteté, à l'instar de toutes les autres survivantes, je me sens plus forte, plus à même à agir lorsque je parle à des victimes, à d'autres personnes. Donc, je partage cela, mais tous les jours, j'essaye d'écrire, de publier des articles, de parler à d'autres personnes, pas seulement les personnes sur qui j'enquête, mais les gens autour de moi. Donc, je me dis toujours comment il est possible de faire cela. Et donc, c'est pour cela que je me dis toujours qu'il faut toujours faire ce que l'on fait d'habitude et poursuivre sa vie. Donc, je ne sais pas si j'ai bien répondu à cette question. Donc, quant aux affaires qui se sont produites il y a des décennies, c'est très difficile. Il n'y a aucune preuve pour des affaires qui datent d'il y a 10 ans. Tout ce qu'il y a, c'est leurs histoires, leurs mémoires. Et la mémoire n'est pas très fiable après tant d'années. Parfois, les victimes peuvent également mentir, cela arrive aussi. Donc ce n'est pas facile dans ce cas, mais nous ferons le maximum, nous parlerons à leurs amis et leur demanderons est-ce que vous vous souvenez de cette situation et je ferai également davantage de travail sur la victime et donc vraiment parler, parler à beaucoup d'amis, de collègues de cette femme d'il y a 10 ans. Donc on ne sait pas si c'est pas évident, mais il faut essayer. Il faut continuer, continuer et continuer à essayer. Donc c'est ce que j'essaye de faire en tout cas. Parfois, c'est une question de chance également. Bon, il faut publier un article avec des preuves solides. Mais lorsque les survivants vous parlent, euh, mais qu'ils ne vous donnent pas assez de preuves,
et que vous ne pouvez pas le publier, eh bien, ces personnes comprennent et elles sont toutefois reconnaissantes d'avoir pu vous parler. Elles vous disent: «Ce n'est pas grave si vous ne publiez pas, mais cela m'a vraiment renforcé, m'a donné davantage de capacité à agir de vous parler» et elles peuvent retourner à leur vie après, ces entretiens. Merci. Alors Sophia, je pense que l'on partage tous quelque chose que tu as dit. Non seulement on peut être inspiré par les femmes et les hommes que nous avons rencontrés sur notre route, mais ce sont parfois les survivants ou les survivantes qui tirent leur inspiration de notre engagement envers leur histoire. J'ai souvent entendu parler de membres du public, des femmes elles-mêmes qui nous disaient que simplement raconter cette histoire était ce qui m'a permis d'aller de l'avant. Et la justice est une affaire extrêmement complexe et ce n'est pas en ligne droite que cela se produit. Donc je suis désolé à tous ceux qui sont connectés, nous n'avons plus de temps, mais avant de clore la réunion, j'aimerais remercier le GIGN, les participants, ainsi que Lénaïque, Ashwak et Sophia pour votre travail. Je voulais également vous signaler que qu'on a 2 webinaires qui approchent. Il y en aura un sur les enquêtes menées sur la santé et la médecine pendant le Covid, le samedi 21 novembre, et l'autre aura lieu le jeudi 3 décembre. Donc, vous pouvez consulter notre fil Twitter et nos autres réseaux sociaux, ceux du GIJN. Ceci dit, merci à toutes les oratrices, merci à Eunice, merci David et Anne, merci à tous, au revoir et passez une bonne journée.